L'État... Au fait, j'en ai parlé aux autres, mais pas à vous. On a un problème avec les notes, donc il faudra que je vous mette des contrôles d'ici le 7. Genre, peut-être... On peut avoir qu'une seule note. Une note, ça n'est pas une moyenne, si vous voulez. Pour une moyenne, il faut au moins 2 notes. Donc 1.2, l'État est légitime donc à exercer le pouvoir, hein, bien sûr, tant que l'exercice du pouvoir est raisonnable, enfin, dans les limites de la raison aussi. Si on est raisonnable, ça va. Si on n'est pas raisonnable, bonjour les dégâts. Bon, c'est... L'idée, on comprendra, c'est que le problème qu'on a avec le libéralisme, c'est qu'on a l'impression quand même que les doctrines libérales reposent sur des présupposés qui sont faux. Ouais, Locke et Smith, ils ont du mal à défendre leur philosophie autrement qu'en faisant appel à Dieu. Or, le problème, c'est que Dieu, on ne sait pas s'il existe. Donc, vous ne pouvez pas fonder une doctrine politique sur quelque chose dont vous ignorez l'existence, dont vous ignorez si elle existe vraiment. Pardon. Et Robert Nozick, on est carrément dans la loi du marché, dans une espèce de propos très très doctrinaires. Mais bon, vous avez bien compris, hein, l'argument qu'il donne sur l'impôt, c'est un argument qui est complètement sophistique. C'est un argument qui est complètement faux. L'argument de Nozick sur l'impôt, vous pourrez le mobiliser bien sûr dans le cadre d'une dissertation, et vous devez surtout bien comprendre qu'il a beaucoup de limites. Vous ne pouvez pas, de manière très simple par exemple, vous ne pouvez pas assimiler un revenu à un travail, à une liberté. C'est pas la même chose un revenu et un travail. Là, il fait une espèce d'agrégation de choses de nature très différente qui ne fonctionne pas du tout. Il y a beaucoup d'autres problèmes avec cette pensée-là. Donc on va essayer de trouver des meilleures solutions que le libéralisme, parce que le libéralisme, même si cette doctrine avance des idées qui peuvent être séduisantes, repose sur des présupposés qu'on ne peut pas vérifier, si vous voulez. Donc on va se dire que ce sera la raison le critère, la raison dans l'État, si vous voulez. Alors c'est une idée qui est développée notamment, je dis bien notamment parce qu'il n'y a pas que, par deux philosophes qui sont Platon et Kant. Alors on va commencer. Alors ces deux philosophes sont très séparés dans l'histoire de la philosophie. Hein. Platon c'est l'Antiquité, Kant c'est le XVIIIe siècle. Mais vous allez voir qu'ils avancent des idées qui, même si elles reposent sur des postulats différents, même si elles s'ancrent dans une philosophie assez différente, enfin qui sont assez différentes de l'autre, eh bien défendent des idées qui sont quand même très très proches. Alors le gros livre politique de Platon, c'est La République. En fait, il y a deux gros livres politiques de Platon, qui sont La République et les lois. Mais les lois, je vais décider volontairement de l'ignorer, parce que c'est un texte très... comment dire ? C'est un texte qui est bourré de considérations très précises et anecdotiques au sujet du fonctionnement des lois. La République, et c'est un texte tardif de Platon, qu'il a écrit quand il était assez vieux, et ça se ressent assez parce que c'est un texte très conservateur, les lois. Vous savez, c'est un peu un lieu commun de le dire, mais plus on vieillit, plus on devient conservateur. Ça se vérifie chez Platon. Alors que La République, c'est un texte beaucoup plus général, beaucoup plus théorique que les lois, et qui donne les modalités d'une société idéale. Platon part à la recherche du système politique idéal pour fonder une société qui serait la meilleure possible. Alors, plusieurs choses qu'il faut bien comprendre pour bien rentrer dans la philosophie de Platon. Alors, premièrement, c'est que Platon n'écrit que des dialogues. Les bouquins de Platon, ce sont des dialogues. Ce sont les dialogues de Platon. La République, c'est un dialogue. Dans ces dialogues, il y a un personnage principal qui revient de manière récurrente. Ce personnage, c'est bien sûr le personnage de... D'accord. Socrate. Il faut oser le dire.
C'est le personnage de Socrate. Alors Socrate, historiquement, c'était le maître de Platon. Mais dans les dialogues de Platon, Socrate, c'est plus le maître de Platon, c'est la voix de Platon. Dans l'ouvrage de Diogène Laërce sur l'ouvrage historique sur la vie des philosophes de l'Antiquité, on apprend notamment que Socrate disait ne pas se reconnaître lui-même dans les dialogues de Platon. Donc, ça semble valider l'idée selon laquelle, en fait, le personnage de Socrate porte non pas la voix de Socrate dans les dialogues de Platon, mais porte bien la voix de Platon. Même si, historiquement, Platon, dans les dialogues, raconte le procès de Socrate. Enfin, il y a des éléments historiques qui renvoient à la vie de Socrate, mais même si les idées ne sont pas forcément celles de Socrate, qui n'a rien écrit. Donc, c'est Platon qui, lui, a écrit pour lui à sa place. Ça, c'est la première chose. Donc, les dialogues. L'idée des dialogues, c'est que bien, les gens discutent les uns avec les autres pour accoucher d'une idée, pour accoucher de la vérité. Ils sont à la recherche de la vérité. Mais il ne faut pas croire que dans les dialogues de Platon, les interlocuteurs discutent d'égal à égal. Il y a d'une part Socrate, et d'autre part les gens qui écoutent Socrate et qui lui disent oui. Ça n'arrive quasiment jamais dans les dialogues de Platon qu'un personnage résiste à Socrate. Ça arrive une fois dans le Gorgias avec le personnage de Calliclès. Sinon, ça n'arrive pas. Et en fait, Socrate, il ne dialogue pas avec n'importe qui non plus. Soit il dialogue avec des amis, avec des proches, ça peut être le cas dans la République par exemple, soit il dialogue, mais c'est aussi le cas dans la République d'ailleurs, avec des sophistes. Et les sophistes. Qui sont les sophistes? Les sophistes sont des gens qui, durant l'Antiquité à Athènes, monnayaient leur savoir, monnayaient leur philosophie contre beaucoup d'argent. Ça, c'est la première chose. Donc, c'était des espèces de précepteurs qui, contre beaucoup d'argent, monnayaient leur science, leur philosophie. Ensuite, c'était des personnes qui avaient des prétentions politiques, les sophistes. Des gens qui voulaient prétendre à des postes à responsabilité dans la cité. Bon. En cela, les sophistes sont diamétralement opposés à Socrate, puisque Socrate, c'était quelqu'un qui ne faisait pas payer son enseignement, qui enseignait gratuitement, et c'était aussi quelqu'un qui n'avait aucune prétention politique dans la cité. Et Socrate, il passe sa vie en fait à lutter contre les sophistes parce qu'il leur demande finalement, il leur pose cette question-là. Mais vous, sophistes, vous voulez gouverner la cité, mais êtes-vous légitime pour le faire? Est-ce que c'est à vous de le faire? Êtes-vous bien sûr que vous savez quoi faire? Donc toute l'œuvre de Platon, est traversée par cette question-là. Et alors, il faut bien comprendre que chez Platon, les questions politiques sont systématiquement entrelacées avec des questions métaphysiques et des questions éthiques. Parce qu'on ne peut pas penser chez Platon l'éthique, la morale en dehors de la métaphysique, et on ne peut pas penser la politique en dehors de la morale. Donc on peut penser la politique en dehors de la métaphysique. Ces questions ne forment qu'un seul type de questions qui sont catégorisées de cette manière-là, morale, politique, esthétique, tout ce qu'on veut, mais elles sont toutes relatives à des questions métaphysiques et éthiques fondamentales. C'est quelque chose qui traverse vraiment l'œuvre de Platon, quelque chose qui traverse aussi, d'ailleurs, la République. Bon, donc là, le contexte est posé. Maintenant, essayons de voir comment se développe cette réflexion dans la République, comment on arrive à établir cette espèce de cité idéale dans laquelle, bien sûr, l'État est légitime à gouverner. Alors, dans la République, Platon prend cet exemple qui est très connu, très connu. L'exemple d'un navire au bord duquel se trouveraient des passagers de toutes sortes. Alors, il y aurait des voyageurs, des commerçants, des prostituées, accessoirement des marins, accessoirement un capitaine. Et alors là, Socrate et Platon posent la question: qui est-ce qu'on a envie, quand on est à bord du navire, de voir diriger le navire, de voir commander le navire? Est-ce qu'on a envie que ce soit des prostituées, des commerçants, des voyageurs qui prennent les commandes du navire? La réponse, évidemment, est non. Pourquoi? Parce que si on donne à n'importe qui les commandes du navire, le navire risque fort de naufrager, de s'écraser contre une falaise, de s'égarer. Enfin, il ne risque pas d'arriver à bon port en tout cas. Alors que si vous donnez
les commandes du navire au capitaine. Si vous lui donnez le gouvernail, alors le capitaine pourra gouverner correctement. Donc l'idée, c'est que, et donc amener bien sûr le navire à bon port. L'idée, c'est que pour gouverner correctement, il faut des compétences. N'importe qui n'est pas capable de gouverner correctement. C'est ça l'idée derrière la métaphore du navire. On ne peut pas donner le pouvoir politique à n'importe qui, comme on donnerait la barre du navire à n'importe qui. D'ailleurs, vous comprenez pourquoi, ici, par exemple, Platon est contre la démocratie. En fait, pour Platon, la démocratie, c'est le régime politique dans lequel on donne le pouvoir à littéralement n'importe qui. C'est-à-dire que n'importe qui n'a aucune compétence, qui n'a aucune vertu, qui n'a aucune connaissance, peut prendre des décisions. C'est un régime quand même assez bizarre. De ce point de vue-là, on en convient. Bon, Platon, lui, ce qui l'inquiète, ce qui le préoccupe, c'est le bon fonctionnement de la chose publique. On est encore dans la République, vous l'aurez compris. Et donc l'idée, c'est qu'on ne doit pas donner le pouvoir à n'importe qui. Sinon, ça ne fonctionne pas. Sinon, ce sera la démocratie, auquel cas on prendra des décisions qui seront arbitraires, qui ne seront pas forcément les bonnes. Sinon, ce sera encore pire que la démocratie, la tyrannie, auquel cas, eh bien là, c'est le pouvoir à une ou deux personnes qui font absolument ce qu'elles veulent, peu importe le bien-être commun. Donc ça ne fonctionne pas. Mais alors, la question que pose Platon, c'est quelle est la bonne personne, ou quelles sont les bonnes personnes qui peuvent gouverner la cité? Alors, dans un autre dialogue, je fais un détour par d'autres dialogues, je suis désolé, mais on est obligé d'en passer par là, qui s'appelle l'Alcibiade. En réalité, l'Alcibiade, on ne sait pas si c'est un dialogue de Platon ou si c'est un dialogue apocryphe, c'est-à-dire écrit par un disciple de Platon. C'est pas tellement important cependant, parce que de toute façon, les idées sont les mêmes. Alcibiade, c'est un sophiste qui revient d'ailleurs dans d'autres dialogues de Platon, comme dans le Banquet par exemple. Et donc, Alcibiade vient à la rencontre de Socrate et lui demande, il lui dit, voilà, Socrate, je veux prendre des responsabilités en politique, qu'est-ce que tu en penses? Et là, Socrate lui demande, ok, alors tu veux prendre des responsabilités en politique, est-ce que tu maîtrises l'art de la politique? Alors Alcibiade lui dit, je sais pas, il faut qu'on y réfléchisse, qu'est-ce que c'est que ça, l'art de la politique? Socrate lui dit, regarde, le cordonnier, pour faire des chaussures ou pour les réparer, il doit maîtriser l'art de la cordonnerie. Le musicien, pour jouer de la cithare, par exemple, doit maîtriser l'art de la cithare. Et toi, Alcibiade, est-ce que tu maîtrises l'art de la politique? Et Alcibiade n'est pas capable de savoir à quoi correspond l'art de la politique. Il ne sait pas ce qu'il faut maîtriser, ce qu'il faut connaître, ce qu'il faut avoir dompté en quelque sorte pour faire de la politique. Socrate arrive à la conclusion selon laquelle Alcibiade n'est pas prêt à faire de la politique et aurait plutôt intérêt à se retirer des responsabilités à Athènes. Eh bien, dans la République, Platon définit ce que sont ses compétences, on va dire, aujourd'hui on parle de compétences, mais à l'époque on ne parlait pas de compétences. Donc de manière anachronique, ce que sont ses compétences pour faire de la politique. Et bien sûr, il s'avère que pour maîtriser l'art de la politique, la chose qu'il faut posséder, la chose la plus importante qu'il faut posséder d'après Platon, c'est la vertu. C'est la recherche du bien. Alors comment ça se fait? Ça vous fait beaucoup d'informations là, mais bon, il faut que vous les compreniez. En plus, vous pourrez les réécouter si vous vous ennuyez chez vous, vous voulez vous endormir. Donc, l'idée, c'est que la vertu, c'est quelque chose qui, chez les Grecs, est assez clairement défini. Il y a des catégories de vertus chez les Grecs. On ne va pas rentrer dans le détail. Mais parmi ces vertus, on peut en énumérer quelques-unes. Le courage, son contraire, la tempérance, vous voyez, la sagesse, la justice. Ce sont des vertus cardinales chez les Grecs, des vertus importantes. Bon, mais alors le problème, c'est comment est-ce qu'on fait pour posséder la vertu? Comment est-ce qu'on fait pour être un homme de bien, en quelque sorte? Comment est-ce qu'on fait pour être à la fois courageux et tempérant, pour être juste, sage? C'est pas simple, ça. Enfin, vous voyez, c'est pas aussi simple que maîtriser l'art de la cordonnerie ou l'art de la cithare. Parce que le problème de la vertu, c'est qu'elle n'a pas d'objet matériel. Tous les arts, en fait, ont un objet matériel auquel se référer, mais la vertu n'en a pas. La vertu, elle se réfère uniquement à une chose qui est l'idée du bien. Pour le coup, chez Platon, avec un B majuscule, l'idée du bien. Celui qui connaît l'idée du bien est un homme vertueux. Et celui qui est vertueux est sage. Et celui qui est sage est légitime pour gouverner la cité.
Pourquoi? Parce que l'homme de bien, la seule chose qu'il désire, c'est le bien. Il ne désire pas l'argent, il ne désire pas la gloire, il ne désire pas rentrer dans la postérité, il ne désire pas la vanité en quelque sorte. Il désire uniquement le bien pour lui-même. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver, pour connaître ce bien? Donc la connaissance en fait qu'il faut pour faire de la politique, c'est la connaissance du bien, d'après bien sûr Platon plus loin. Comment est-ce qu'on fait pour connaître ce bien? Eh bien, on l'a compris chez notre ami Platon, Socrate, le bien c'est une entité métaphysique, c'est pas une entité matérielle. Pour le connaître, il faut réfléchir, il faut faire des spéculations qui relèvent du monde intelligible. Il faut s'extraire du monde matériel pour se projeter dans le monde intelligible. C'est la fameuse, vous savez, allégorie de la caverne, qui est le début du livre 7 de Platon, dans lequel Platon compare notre monde actuel à une caverne dans laquelle nous sommes complètement enfermés par des illusions, et le monde extérieur de la caverne au monde métaphysique des idées, dans lequel existent les choses réelles. Pour Platon, la réalité, elle n'est pas physique, elle est métaphysique. Tout ce qui existe là de manière matérielle est déterminé métaphysiquement parlant. Donc ce qu'il y a derrière, bien sûr, il faut le comprendre, ce sont les dieux, c'est Dieu. Une idée ainsi récurrente chez Platon, c'est que les hommes doivent imiter les dieux, doivent vivre pareillement aux dieux. Et là, ils seront vertueux. Mais alors, quelle catégorie d'hommes est à la recherche de la vertu? Quelle catégorie d'hommes est à la recherche de l'idée du bien? Il n'y en a pas beaucoup. Ces hommes-là qui recherchent la connaissance du bien et de la vertu, ce sont les philosophes. Et donc, vous l'aurez compris, pour Platon, celui qui est légitime pour exercer le pouvoir dans l'État, c'est le philosophe. Parce que le philosophe, c'est l'incarnation de la vertu. Ainsi, le pouvoir de l'État devient légitime de manière complètement totale, j'ai même envie de vous dire presque totalitaire, s'il est sous-tendu par la vertu. Donc il y a une dimension presque totalitaire, effectivement, dans la République de Platon à ce niveau-là. Mais il y a quand même quelque chose d'encourageant, c'est que si vous lisez la République, si vous devez lire un seul livre de philosophie, lisez celui-là. Si vous lisez la République, vous vous rendez compte que ce qui est plutôt sympa, c'est que Platon considère que finalement presque n'importe qui peut être vertueux. Enfin, c'est une espèce de méritocratie de la vertu, la République. Les vertueux, s'ils sont vertueux, s'ils ont toutes les qualités de la vertu, peuvent prendre le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, c'est quelque chose de très anecdotique, mais je pense que c'est bien de le savoir. Chez Platon, le philosophe roi pouvait aussi être une philosophe reine. Les femmes pouvaient prendre le pouvoir chez Platon, vous voyez. On présente souvent les Grecs comme des homosexuels misogynes, notamment dans les dialogues de Platon. C'est un peu la caricature que l'on en a. Mais c'est pas vraiment le cas. Dans la République de Platon, les femmes peuvent aussi gouverner. Vous vous rendez compte que Platon avait déjà pensé à ça, alors que dans un pays comme la France, ce n'est encore jamais arrivé. Pourtant, un pays très progressiste apparemment. Bon voilà, donc il faut bien voir ce cheminement des idées. Le sage, c'est celui qui gouverne parce qu'il est à la recherche du bien. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas, contrairement aux sophistes, en fait, les sophistes ont des espèces d'idées arrêtées. Les sophistes pensent absolument savoir quoi faire, comment le faire. Ils ont une espèce de prêt-à-penser, les sophistes. Et puis, ils usent aussi d'une forme de rhétorique et de démagogie, bien sûr, pour séduire et pour se faire élire, enfin, pour se faire plébisciter, en tout cas. Et c'est cela qui distingue aussi Socrate des sophistes. C'est que Socrate, lui, il ne prétend pas avoir le savoir absolu pour gouverner la cité. Il dit juste qu'il faut chercher la vertu. Il faut chercher le bien. Donc, contrairement aux sophistes, vous savez, c'est la fameuse phrase de Socrate. Socrate, il n'arrive pas avec un savoir. Vous savez, la seule chose qu'il sait, c'est qu'il ne sait rien. C'est pour ça qu'il continue à chercher. Ceux qui savent, généralement, arrêtent de chercher. Et si vous arrêtez de chercher, vous tuez votre curiosité, vous arrêtez un peu même peut-être de réfléchir, vous savez, ou du moins vous croyez savoir. Alors que, dans une perspective platonicienne, on ne sait pas, on cherche toujours à savoir. Parce que le savoir véritable, fondamental, qui porte sur la réalité du monde, il n'est pas matériel, il est métaphysique. Et donc sa forme la plus pure et la plus parfaite, c'est la vertu, l'idée du bien. Et donc celui qui est légitime, vous l'aurez compris, c'est celui qui a cette connaissance du bien.
C'est le philosophe, bien sûr, bien sûr. Bon alors, vous pouvez noter. On y va. Vous êtes prêts? C'est dans la République que Platon, c'est dans la République que Platon définit les modalités de l'exercice légitime d'un pouvoir politique. Définit les modalités de l'exercice légitime d'un pouvoir politique. Définit les modalités de l'exercice légitime d'un pouvoir politique. Point. Il se demande quelles sont les connaissances dont il faut disposer. Il se demande quelles sont les connaissances dont il faut disposer afin de maîtriser l'art de la politique. Il se demande quelles sont les connaissances dont il faut disposer afin de maîtriser l'art de la politique. Point. Le cordonnier doit maîtriser l'art de la cordonnerie. Ça, c'est très platonicien comme exemple. Le cordonnier doit maîtriser l'art de la cordonnerie. Point. Cet art a un objet matériel, c'est-à-dire la chaussure. Cet art a un objet matériel. Point. Mais à quelle connaissance renvoie l'art de la politique? Point d'interrogation. Mais à quelle connaissance renvoie l'art de la politique? Point d'interrogation. Selon Platon, il renvoie à la capacité de bien gouverner. Selon Platon, il renvoie à la capacité de bien gouverner. Point. Ainsi, celui qui sait gouverner est celui qui gouverne bien, virgule. Ainsi, celui qui sait gouverner est celui qui gouverne bien, virgule. Celui qui veut et fait le bien de la cité. Celui qui veut et fait le bien de la cité. Celui qui veut et fait le bien de la cité. Point. Par conséquent, les questions politiques, par conséquent, les questions politiques sont, chez Platon, par conséquent, les questions politiques sont chez Platon subordonnées à des problèmes éthiques. Subordonnées à des problèmes éthiques.
Deux points. Un État légitime, un régime politique, hein, un État légitime est un État qui connaît l'idée du bien. Idée avec un I majuscule, bien avec un V majuscule. Pour une fois, mettez des majuscules. Qui connaît l'idée du bien. Point. Oui, c'est l'idée chez Platon, l'idée avec un I majuscule. Or, cette idée est de nature métaphysique. Or, cette idée est de nature métaphysique. Virgule. Elle ne réfère à rien de matériel. Point. Ce n'est donc qu'à travers la spéculation et la contemplation, ce n'est donc qu'à travers la spéculation et la contemplation ce n'est donc qu'à travers la spéculation et la contemplation que l'on peut atteindre l'idée du bien. C'est donc à travers la spéculation et la contemplation que l'on peut atteindre l'idée du bien. Point. La politique doit donc être l'affaire de ceux qui cherchent cette connaissance. La politique doit donc être l'affaire de ceux qui cherchent cette connaissance. Virgule. C'est-à-dire des philosophes. Le philosophe froid. Bon, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais c'est assez amusant. Si vous lisez La République, il y a une autre idée de Platon, c'est que, comme évidemment, c'est l'homme vertueux qui prend le pouvoir, oui, c'est une monarchie, La République de Platon. Hein. Comme c'est l'homme vertueux qui prend le pouvoir, il va sans dire que celui qui a le pouvoir doit être pauvre. Il doit vivre dans le dénuement le plus total. Comprenez, il ne doit pas chercher le pouvoir pour la gloire, la reconnaissance et l'argent et les privilèges. Non, il doit rechercher le pouvoir juste pour faire le bien de la cité. Et donc, si vous commencez à promettre et à offrir à ceux qui ont le pouvoir du prestige, des privilèges, des richesses, alors il y a des fortes chances qu'ils soient corrompus, vous comprenez? Imaginez par exemple, faisons une expérience de pensée. Imaginez demain que celui qui est élu à la tête de la présidence de la République dans notre pays, eh bien, il ne puisse plus bénéficier du palais de l'Élysée. Il ne puisse plus bénéficier d'un salaire à vie. Il ne puisse plus bénéficier d'un chauffeur à vie. Il ne puisse plus bénéficier de tous ces privilèges. Pensez-vous sérieusement que tous les présidents qu'on a eus ne se seraient jamais présentés à l'élection? Il y a des chances que non. Il y a des grandes chances que tous les présidents que nous avons eus, s'il n'y avait pas eu les privilèges liés à l'exercice de la fonction, n'auraient jamais voulu de la fonction. Ça semble assez logique tout ça. On aurait sans doute eu des personnes très différentes qui auraient vraiment voulu le bien de la cité et non pas leur bien à eux. Si vous voulez, c'est ça en fait, c'est vraiment ça Platon. Vouloir le bien, c'est vouloir le bien de la cité quand on fait de la politique, pas vouloir son bien à soi. Parce que le bien, c'est nécessairement quelque chose qui est tourné vers autrui et non pas tourné vers soi. Mais vous imaginez que très concrètement, si vous appliquez cette mesurette, en fait, vous privez les élus de la République de tous leurs privilèges, ça va moins se bousculer au portillon.
ouais, ce sera plus tranquille. Bon, bien sûr, on ne peut pas le savoir puisque on n'a pas de contrefactuel, c'est-à-dire qu'on n'a pas de monde dans lequel on a cet état de fait qui existe. Mais imaginez, enfin, ce ne serait pas un monde pour les banquiers de Rothschild, ça c'est sûr, puisque par définition, il faudrait qu'ils renoncent à leur richesse pour gouverner, si vous voulez. Donc, évidemment, on voit toutes les limites de la pensée de Platon, parce que, bien sûr, là encore, c'est une pensée théologique. Platon croit dans les dieux et croit dans leur existence réelle et dans les manifestations réelles qu'ils donnent à connaître aux hommes. Platon croit donc en la métaphysique, alors qu'on n'a aucune preuve de l'existence de ces entités métaphysiques. Donc effectivement, sur le point de vue des postulats, c'est caduque. On ne peut pas vraiment faire confiance à cette théorie-là de Platon. Mais sur le point de vue très très concret, c'est quand même une théorie très séduisante et très intéressante, puisque elle définit de manière quand même très très pertinente les qualités qu'il faut posséder pour pouvoir faire un homme politique. Alors, j'ai pas envie de vous dire un bon homme politique, parce que ce serait un jugement de valeur, mais un homme politique qui aurait les compétences nécessaires pour faire le bien pour la cité. Voilà, après on peut considérer que les qualités politiques sont complètement différentes de ça, que la politique ce n'est pas du tout servir les intérêts de la cité, même si par définition c'est censé être ça, hein, et que c'est complètement autre chose. Mais disons que Platon se demande, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire pour servir les intérêts de la cité? Et pour lui, le meilleur modèle c'est celui-là. Et c'est la raison pour laquelle Platon est contre la tyrannie, contre l'oligarchie et contre la démocratie, parce qu'il pense que ces régimes politiques sont insatisfaisants. Et c'est ce qui le différencie, on va voir, de Kant, qui, Kant, est, dans sa pensée politique, pense aussi qu'il faut donner une grande place à la raison, et d'une certaine manière à la vertu aussi, pour faire de la politique, mais Kant est beaucoup plus démocratique que ne l'est Platon, et vous allez voir pourquoi. Donc oui, il y a un côté un peu effrayant à la République, puisqu'il y a une dimension... C'est quand même le pouvoir total qui est donné aux philosophes, quoi. De l'autre côté, il s'agit de se dire que... je sais pas, c'est quand même assez séduisant, parce qu'il s'agit de se dire aussi, mais ce pouvoir, on n'a rien à craindre de lui, puisqu'il est sous le contrôle, finalement, d'une forme de morale, en fait, qui se protège elle-même de toutes les vicissitudes du pouvoir. Et c'est ça qui est assez sympa dans cette idée-là de Platon. Bon, ben. Bon, alors maintenant, on va parler de notre ami Kant. Donc, je suis désolé, je vous fais beaucoup d'auteurs comme ça, coup sur coup, mais c'est pour que vous ayez des arguments, pour que vous ayez beaucoup d'arguments. Bon, Kant, on va parler de son texte le plus facile à lire, de très loin. Peut-être que vous l'avez déjà lu d'ailleurs, c'est Qu'est-ce que les Lumières? Bon, c'est un texte qui n'est pas très difficile à lire, qui est très court, hein. L'année dernière, je l'avais donné au bac pour mes élèves, pour le bac de rattrapage, parce que c'est vraiment des texte simple et très intéressant en plus, très pertinent. Bon, alors, la question que pose Kant dans le texte, évidemment, vous l'aurez compris, c'est qu'est-ce que les Lumières? Mais le texte ne se limite pas à une définition. C'est un texte, certes, définitionnel, puisqu'on définit ce que sont les Lumières, mais c'est un texte critique. Alors, on ne va pas faire le texte dans ses détails, mais je vais vous expliquer l'idée principale. Bon, 18e siècle, c'est le siècle des Lumières, le siècle de la lutte contre l'obscurantisme, si vous voulez. Et l'idée de Kant, c'est que les Lumières, par définition, sont ceux qui aident ceux qui sont dans l'obscurité ou dans l'obscurantisme à s'en sortir. Donc, ce sont ceux qui aident, qui éclairent finalement de leur lumière les ignorants. Donc l'idée sous-jacente, c'est que l'objet de la lumière, avant tout, son objet, c'est l'ignorance. Et à quoi aident en plus les lumières? Eh bien, elles aident les ignorants ou les faibles à s'extraire. Alors, ça dépend des traductions. La traduction brute, c'est à s'extraire de leur minorité, mais c'était retraduit aussi par à s'extraire de leur état de tutelle. L'idée de Kant, c'est que
La société est organisée autour de tuteurs d'une part. Donc un tuteur, vous voyez ce que c'est, ce sont les petits bâtons qu'on pose à côté des plantes pour qu'elles poussent droit. Et des gens qui sont sous leur tutelle, c'est-à-dire des gens qui obéissent à ces tuteurs, qui suivent, comme les plantes, ce qu'exigent d'eux ces tuteurs. Bon. Et Kant, il se dit, mais il y a un problème avec ça, c'est que les tuteurs, ils ne sont pas forcément légitimes dans l'exercice de leur pouvoir. Les tuteurs ne sont pas forcément bien intentionnés pour la cité, ne sont pas forcément bienveillants auprès des gens qu'ils gouvernent. Ils ne sont pas forcément en faveur du progrès de la raison. Alors, ça fait beaucoup de choses, mais... Alors, bien sûr, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait être favorable au progrès de la raison? Eh bien, parce que, comme chez Platon, chez Kant, les problèmes politiques sont liés à des problèmes éthiques. Il y a un devoir moral qui est inhérent à la pratique de la vie politique, qui traverse la vie politique, qui traverse toute l'existence des hommes chez Kant. Alors, pour comprendre ça, il faut faire un petit détour par un autre texte de Kant qui s'appelle la Métaphysique des mœurs. Enfin, il ne s'appelle pas exactement comme ça, mais on va l'appeler comme ça, puisque tout le monde l'appelle comme ça. C'est les fondements de la métaphysique des mœurs. Et dans la métaphysique des mœurs, enfin dans les fondements de la métaphysique des mœurs, Kant définit les grandes lignes de sa philosophie morale, qui s'articulent autour de deux types d'impératifs. Le premier impératif, c'est l'impératif hypothétique. Alors, les impératifs hypothétiques, c'est très facile à comprendre, même si le mot est barbare. Les impératifs hypothétiques décrivent des relations de moyens et de fins. Par exemple, donc dans impératif, il y a « je dois, tu dois ». Exemple, je ne sais pas, si tu veux réussir à avoir ton bac, tu dois travailler tes cours. Bon, même si ce n'est pas totalement vrai aujourd'hui, je vais prendre un meilleur exemple que ça. Si tu veux réussir à gagner ton match de foot, sauf si tu joues contre une équipe en bois, tu dois t'entraîner. Voilà, tu dois t'entraîner. Logique. Donc, on a bien ici une fin, gagner le match de foot, un moyen s'entraîner. Bon, j'ai pensé à cet exemple-là parce que je vois des gens courir là. Donc, vous voyez une relation de moyens et de fin. Très simple, très basique. On voit bien que dans cet impératif-là, il n'y a pas forcément de la morale. Pourquoi est-ce qu'on parle d'impératif hypothétique? Parce qu'on fait l'hypothèse que pour parvenir à une fin, on doit mobiliser un moyen. Et puis, à côté de l'impératif hypothétique, ou des impératifs hypothétiques, on a l'impératif catégorique. Alors, il est catégorique pourquoi? Parce qu'il fonde catégoriquement la morale d'après Kant. C'est le fondement de la morale. Alors, si je vous le formule, en fait, Kant écrit ceci. L'impératif catégorique, c'est ça. Agis seulement d'après la maxime grâce à laquelle tu pourrais vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Ce qui pourrait se résumer grosso modo à « ne fais pas à autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse ». Mais c'est un peu plus compliqué que ça. L'idée, c'est que à chaque fois qu'on agit, il faudrait qu'on puisse vouloir que ce que nous faisons ici et maintenant obéisse à une loi que l'on voudrait être universelle, c'est-à-dire une loi à laquelle tout le monde obéirait. Et l'idée, c'est que, premièrement, si tout le monde fait ça, eh bien, il est évident que nous vivrons dans un monde relativement paisible, tranquille et moral. Et deuxièmement, cet impératif est un impératif moral parce que c'est un impératif logique. Alors ça, c'est peut-être un peu dur à comprendre, mais ce qu'il y a derrière cette espèce de moralité kantienne, qui est aussi quand même une moralité un peu chrétienne, c'est une réflexion logique. Une réflexion logique qu'on peut prendre, je suis d'accord, je vous l'accorderai avec des pincettes. D'ailleurs, Nietzsche dira de Kant que cet impératif catégorique, c'est la plus grande blague de toute l'histoire de la philosophie, que Kant était un vieux maniaque chrétien qui voulait en fait faire passer ses préjugés pour des réalités universelles, pour des vérités universelles. Bon. Mais bon, ne nous attardons pas sur la critique que fait Nietzsche de Kant, vraiment déjà ce que dit Kant. Alors si vous avez suivi le raisonnement, ben, vous pouvez vous dire que à chaque fois qu'on agit, on doit donc agir de manière à ce qu'on voudrait que notre action soit une loi universelle. Bon. Et Kant prend un exemple. Il dit voilà, imaginez un sujet qui soit convoqué par son roi, et ce roi lui demande de faire un faux témoignage. Le sujet peut décider d'accepter ou non. Ce qu'il est moral de faire, dit Kant, bien ça semble assez intuitif, c'est de refuser de faire le faux témoignage. Maintenant, le roi dit, écoute, si tu refuses de faire ce faux témoignage, alors tu seras condamné à mort. Et là, Kant dit, il faut encore refuser de faire le faux témoignage.
et donc accepter la mort. Et d'après Kant, c'est ça, être libre. Nous avons notre libre arbitre, donc la possibilité de décider de ce que nous faisons, et de ce libre arbitre, nous pouvons faire un usage pour être libre ou pas. Mais alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que ça, ce serait être libre? Alors d'abord, parce que quand on refuse de faire condamner autrui pour se sauver soi, on n'utilise pas l'autre comme un moyen. Et ça, c'est une idée sous-jacente chez Kant, c'est que autrui ne doit pas être utilisé comme un moyen, mais toujours traité comme une fin en soi. Une fin en soi. Donc l'autre, c'est une fin en soi, c'est pas un moyen que j'utilise pour servir mes propres intérêts. Ok, ça c'est quelque chose d'assez périphérique. Mais de manière fondamentale, le fait de refuser de faire le faux témoignage correspond à une obéissance à l'impératif catégorique. Pourquoi? Parce que je ne voudrais pas voir érigé en loi universelle le fait de faire des faux témoignages. Personne n'a envie que la loi, ça devienne tout le monde ment, tout le monde fait des faux témoignages, tout le monde raconte n'importe quoi, tout le monde calomnie, tout le monde fait condamner des gens à tort. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que si ce faux témoignage, si le mensonge, en fait, qui est à la source de ce faux témoignage, devient la règle universelle, alors on ne sait même plus ce que ça veut dire que la vérité. C'est ça l'idée de Kant. C'est qu'en fait, dès lors que tout le monde ment, la vérité n'a plus de définition, n'a plus de substance, n'a plus de signification. En fait, ce sont les concepts eux-mêmes qui perdent leur sens. On arrive à une contradiction logique. C'est la raison pour laquelle l'impératif catégorique n'est pas qu'un impératif moral, c'est un impératif logique chez Kant. Alors évidemment, bon, je ne fais pas un cours sur la morale ici, mais ça a tout un tas de conséquences. L'exemple le fameux qu'on prend, c'est imaginer que vous êtes pendant la Seconde Guerre mondiale, vous cachez chez vous des juifs, et là, un SS vient toquer à votre porte et vous dit, voilà, est-ce que vous cachez des juifs? Ben, vous devez lui répondre que oui, si vous êtes conscient. Impératif catégorique. Mais en fait, ça se discute aussi, mais bon... Parce que le problème, c'est que si vous répondez oui, vous utilisez les juifs comme un moyen aussi, enfin c'est un petit peu compliqué. Enfin bref, ça a aussi des limites. Mais bon, il faut comprendre que cette idée-là, elle traverse la philosophie politique de Kant. Donc on ne doit pas utiliser les autres comme des moyens, et il faut faire en sorte d'agir dans l'intérêt, enfin d'agir de manière à ce que ce que nous faisons obéisse à une loi universelle. Or, Kant se rend compte qu'un certain nombre de tuteurs en politique, un certain nombre de maîtres en politique, ne respectent pas du tout l'impératif catégorique. Et justement, le rôle des Lumières, c'est de faire en sorte que l'impératif catégorique soit respecté. C'est de faire en sorte que tout le monde puisse comprendre ce qu'est l'objet de la politique pour pouvoir décider le plus librement possible des décisions qu'ils pourront prendre. Et ainsi, quand on agit comme cela, on fait en sorte, on sert justement l'intérêt d'autrui, on se met au service d'autrui, on considère autrui comme une fin, on respecte l'impératif catégorique. Donc le rôle des Lumières est bien là, faire en sorte d'éclairer les gens pour les libérer de l'emprise de la tutelle de leur maître. Et quand on dit, en plus c'est pas facile, parce que le problème qu'on a avec ça, c'est que certes, les maîtres sont responsables de l'état dans lequel ils mettent les populations, mais les masses populaires sont aussi, d'une certaine manière, un peu responsables de leur propre état. Puisque, ça c'est le début du texte, quand on dit, voilà, oui, il est quand même plus facile qu'on me dise quoi faire, que je décide moi-même quoi faire, qu'un livre pense pour moi à ma place, qu'un homme pense pour moi à ma place, etc. etc. Mais d'un autre côté, les maîtres, les tuteurs font tout aussi pour empêcher leurs sujets d'accéder à la connaissance. Et là, on a encore une idée qui est récurrente en philosophie, selon laquelle, si on n'éduque pas les masses, si on n'offre pas au peuple la possibilité de réfléchir, de faire Kant, de faire un usage de leur propre entendement, de leur propre réflexion, si on ne les laisse pas penser par eux-mêmes, alors ils ne pourront jamais être libres. Ah ouais, c'est vraiment ça à chaque fois que je fais ce cours sur la politique, je suis toujours un peu mélancolique, j'ai envie de dire, parce que je fais un cours en fait dans lequel je dis aux gens qu'ils doivent penser par eux-mêmes, et souvent je fais face à des gens qui obstinément refusent de le faire, mais c'est normal qu'ils refusent de le faire. Mais bon, dis donc, c'est une espèce de résistance permanente que dénonce déjà Kant au XVIIIe siècle, si vous voulez. Mais il faut bien comprendre que si on ne pense pas par soi-même, la liberté, c'est quelque chose qui nous sera pour toujours étranger. Quelqu'un qui ne pense pas par lui-même n'est pas quelqu'un de libre. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce que dit le texte de Kant. Et l'idée, justement, c'est qu'est-ce que c'est que les Lumières? Ce sont les gens qui aident le peuple petit à petit à penser par lui-même afin qu'il soit libre, afin qu'il se libère de l'emprise et du pouvoir des autres. Et c'est ça le moyen. Donc, on a un lien entre le fait de réfléchir par soi-même avec la liberté,
et avec la liberté politique. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait? Kant a tout un tas de préconisations précises pour expliquer comment on se sort de là. Bon, enfin, les principales lignes sont le droit à la critique de l'État et des institutions, le droit public à la critique de l'État et des institutions. Donc Kant encourage la critique de l'État et des institutions. Et Kant dit que le prince doit lui-même favoriser l'autocritique. C'est-à-dire que la personne qui est à la tête du gouvernement doit favoriser l'autocritique. Enfin, doit favoriser sa propre critique. Il doit accepter, en fait, d'être critiqué. Il doit même l'encourager afin justement de laisser toute la liberté possible aux gens qui sont dans la cité de réfléchir à leur propre sort politique. Donc c'est ce genre de régime-là que préconise Kant. C'est un régime qui est guidé par la raison. L'idée, c'est que le prince doit lui aussi être raisonnable, encourager et favoriser son autocritique pour que tout le monde se libère de son état de tutelle. C'est-à-dire son état de léthargie intellectuelle, son état de léthargie totale, en quelque sorte, si vous voulez. Donc chez Kant, c'est une pensée plus rationaliste, plus proche de nous. Donc il y a un lien, bien sûr, avec la morale, mais c'est l'idée selon laquelle, bien sûr, le prince doit se mettre au service de la raison, et ce prince-là, et seulement ce prince-là, est légitime. Ce qui veut dire que tous les... Vous allez vous taire. C'est-à-dire que tous les gouvernements qui sont défavorables à l'exercice de la raison, défavorables à l'exercice de l'esprit critique, sont par définition des gouvernements de type esclavagiste, hein, d'une certaine manière, chez Kant. Enfin, en tout cas, des gouvernements serviles, si vous voulez. Ça, c'est une belle idée. Donc, on trouve bien le lien entre la légitimité de l'exercice du pouvoir et la raison, chez Kant. Bon alors, allez, on va noter un petit peu. Il nous reste encore quelques minutes. Alors, à la ligne, nouveau paragraphe. Dans Qu'est-ce que les Lumières? Dans Qu'est-ce que les Lumières? Kant définit les modalités d'un exercice du pouvoir légitime par l'État. Kant définit les modalités d'un exercice du pouvoir légitime par l'État. Point. Sa réflexion politique présuppose la doctrine éthique. Sa réflexion politique présuppose la doctrine éthique qu'il a développée dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Présuppose la doctrine éthique qu'il a développée dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Alors, je ne vais pas vous le détailler là à l'écrit puisque ce n'est pas un cours sur la morale. Juste donner une phrase comme ça, point. Dans cette perspective, les hommes à la tête de l'État sont soumis à l'impératif catégorique. Deux points. Ils ne doivent pas considérer autrui comme un moyen. Ils ne doivent pas considérer autrui comme un moyen.
Ils ne doivent pas considérer autrui comme un moyen. Mais toujours comme une fin en soi. Mais toujours comme une fin en soi. Comme une fin en soi. Une fin en soi. Ouais. Ce truc-là. Comme une fin en soi. Point. Comme une fin en soi. Point. Le rôle des Lumières est alors d'extraire les peuples de l'état de tutelle, alors là c'est état avec un E minuscule du coup, de l'état de tutelle dans lequel ils se trouvent. Point à la ligne, on va continuer sur Kant. Hein. Les Lumières ont ainsi un rôle émancipateur, libérateur. Les Lumières ont ainsi un rôle émancipateur, libérateur, émancipateur, ou dans l'autre sens, peu importe. Les Lumières ont ainsi un rôle émancipateur, libérateur. Point. Cette libération suppose que les individus apprennent à se servir de leur propre entendement. Apprennent à se servir de leur propre entendement. Virgule. À réfléchir par eux-mêmes. Point. Sans cette réflexion, les hommes, avec un H minuscule bien sûr, sans cette réflexion, les hommes ne peuvent être autonomes. Sans cette réflexion, les hommes ne peuvent être autonomes. Deux points. Ils sont soumis à l'autorité d'autrui. Autonomie, c'est transparent, c'est faire la loi soi-même. Auto, soi, nomos, la loi. Les mots ont un sens en philosophie. On n'est pas au journal de BFM TV. Pensez-y dans vos copies. C'est pas le journal de le JT de BFM TV, les copies de philosophie. Ok, point. Donc la condition de l'autonomie, c'est, on l'a compris, c'est réfléchir par soi-même. L'État doit alors garantir. On est presque au bout. L'État doit alors garantir. Allez, encore une phrase. L'État doit alors garantir la liberté publique de critique des institutions, lui y compris, de critique des institutions, point, on va marquer une dernière phrase, il doit même la promouvoir. Point, allez, encore une dernière phrase. Seul un tel État qui favorise
la liberté des peuples, seul un tel État qui favorise la liberté des peuples est légitime à exercer le pouvoir politique. Seul un tel État qui favorise la liberté des peuples est légitime à exercer le pouvoir politique. Voilà, on parlera de Rousseau la prochaine fois, et de Montesquieu aussi. Allez, bonne journée. Le pouvoir politique.